Il est cinéaste, écrivain et dramaturge. Parmi ses nombreux films, on lui doit entre autres Le Pont des Arts, La religieuse portugaise, La Sapienza ou encore Le Fils de Joseph. Dans un instant, vous allez entendre Eugène Green. Lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mercredi 12 décembre 2018, autour de son ouvrage Shakespeare ou la lumière des ombres, un portrait subjectif, paru aux éditions des Clés de Brouwer. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous remercions la librairie Ombre Blanche de recevoir Eugène Green, ce qui nous permet personnellement de continuer une conversation engagée il y a déjà très longtemps, puisque ça remonte à la parution de son premier essai, en 2001, donc La Parole baroque, qui a été complété par des romans, je pense que tout le monde le connaît comme cinéaste, également des recueils de poésie. Et ce livre ce soir, pour lequel Eugène Green vient à la librairie, fait suite à une série d'essais, commencés donc par La Parole baroque, où il entamait le livre avec cette phrase « Je ne puis envisager ce texte, dont le titre annonce un sujet d'histoire, que comme un fragment d'autobiographie ». Alors, on peut penser que les essais successifs étaient des fragments nouveaux, et est-ce que c'est l'objet de celui-ci, un nouveau fragment autobiographique ? C'est-à-dire... et c'est ambigu cette phrase, puisque moi je n'aime pas parler de moi en fait, et je déteste ce qu'on appelle l'autofiction, mais je pense que quand on écrit sur quelque chose, dire que c'est un fragment d'autobiographie, c'est plutôt, enfin moi je le vois comme ça, comme une forme d'humilité, parce que moi je ne prétends savoir quelque chose ou affirmer quelque chose, mais deux de mes livres sur des auteurs, donc un livre sur Pessoa qui s'appelle L'ami du chevalier de pas, je l'appelle un portrait subjectif de Pessoa, et ce livre sur Shakespeare, donc qu'on présente aujourd'hui, il y a le mot Shakespeare puisque le directeur commercial de la maison d'édition voulait que ce soit comme ça, parce que Shakespeare, ça vend, paraît-il. Mais le vrai titre du livre, c'est La lumière des ombres, portrait subjectif de William Shakespeare. Et donc, quand je dis que c'est un fragment d'autobiographie, c'est un peu comme les essais de Montaigne. Et c'est bien Montagne et pas Montaigne. Les essais de Montagne, ça parle de tout, avec énormément de références littéraires, mais en fait, quand on les lit, ça devient une sorte d'autoportrait de Montaigne lui-même. Et c'est seulement dans ce sens-là que je voulais dire que c'est un fragment d'autobiographie. Donc, avec cette clarification, je pourrais dire que le livre sur Shakespeare est aussi un autoportrait, seulement dans la mesure où c'est un portrait subjectif. Et donc, c'est une image de Shakespeare, mais c'est mon image de Shakespeare. Je propose qu'on commence par la fin, justement, par les appendices, où tu établis également une appréhension sensible de Shakespeare, notamment dans le paragraphe qui concerne entendre Shakespeare. Voici juste le très court paragraphe que tu indiques en début. Pour ceux qui réduisent un texte littéraire à son sens, sa réalisation orale, et donc la façon dont il était prononcé, est sans importance. Mais cela n'était pas du tout le cas des compatriotes de Shakespeare, dans la mesure où tout texte littéraire, et à plus forte raison un texte théâtral, n'existait réellement que dans son incarnation. Ainsi, la prononciation de l'anglais à l'époque de Shakespeare est loin d'être un sujet anecdotique. Aussi, je vous propose d'écouter cela. Or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the main to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them.
today to sleep no more, and be asleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devotedly to be wished, today to sleep, to sleep. Perchance to dream, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the poor man's contumely, the pangs of dispraised louvre, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes? When he himself made his quietus make with a bare bodkin, who would these fathers bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than flee to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with a pale cast of thought, and enterprises of great pith and moment with this regard their currents turn away and lose the name of action. C'est tout. Oui, voilà, donc c'était un passage de Hamlet, l'acte 3, scène 1. Donc la langue anglaise de Shakespeare, tu dis à un moment donné que c'est un créole anglo-normand. Où en est-elle donc au moment de Shakespeare? C'est-à-dire que l'anglais, contrairement au français ou aux langues romanes, n'est devenu vraiment une langue très tardivement, puisque avant, disons au 5e siècle, des barbares germaniques venus du continent ont envahi la Grande-Bretagne et ont massacré ou assimilé les habitants celtiques qui se sont retirés vers les marges en fait du pays, et donc la langue parlée pendant 5 ou 6 siècles, c'était une langue germanique qu'on appelle l'anglo-saxon, qui a un peu de littérature, quelques poèmes, mais ensuite au XIe siècle, l'Angleterre a été conquise par les Normands. Et le français est devenu la langue officielle de l'Angleterre et est resté la langue officielle pendant 3 siècles. Donc les aristocrates parlaient français et le peuple parlait cette langue germanique, mais a essayé d'intégrer des éléments du français. Et du coup, il y avait une sorte de créole qui est un mélange d'anglo-saxon et de français, ou un patois, on peut l'appeler comme on veut. Mais ce n'était pas vraiment une langue. Et c'est seulement à partir de la fin du XIVe siècle, sous Richard II, qu'il y a 2 grands poètes, Gower et surtout Chaucer, qui ont écrit en anglais et du coup qui l'ont transformé en langue. Mais même Gower, qui est un moins grand poète que Chaucer, Gower a écrit 3 longs poèmes, l'un en anglais, l'un en français et l'un en latin, puisqu'il ne savait pas quelle serait finalement la langue en Angleterre par la suite, la langue littéraire. Donc à l'époque de Shakespeare, l'anglais était une langue beaucoup plus modulable que le français, même le français du XVIe siècle qui est très libre encore, mais l'anglais était encore plus libre puisqu'il n'y avait pas une grande tradition littéraire derrière
et la langue était encore en partie en formation. Et donc, c'était à la fois, disons, un handicap, puisque au XVIe siècle, les écrivains français du XVIe siècle avaient 6 siècles de littérature française derrière eux, tandis que les écrivains qui écrivaient en anglais avaient une tradition littéraire dans leur langue beaucoup moins longue. Mais en même temps, ça pouvait être disons un avantage ou quelque chose de positif en tout cas, puisque ça permettait une grande créativité linguistique. Et c'est Shakespeare plus que tout autre écrivain qui a profité de cette créativité, parfois peut-être qui en a abusé, qui fait qu'une partie de son œuvre n'est pas vraiment compréhensible puisque on ne sait pas exactement le sens qu'il donnait à tel ou tel mot. Mais disons que globalement, c'était une source de sa créativité. Oui, alors rappeler en fait que la langue anglaise au temps de Shakespeare, c'est rappeler aussi une partie de l'histoire anglaise, et bien sûr les bouleversements politiques et sociaux, dynastiques, ainsi que les bouleversements religieux qu'ils ont entraînés. Donc, à l'amorce de l'œuvre de Shakespeare, je rappelle qu'il naît en 1564, et que le changement dynastique qui s'est opéré avec Henri VII, le père d'Henri VIII, et que la reine Élisabeth Ier a commencé son règne en 1558. Donc, quelles étaient les transformations historiques et les bouleversements religieux de cette période-là? C'était une période effectivement très, très instable, en fait. Mais paradoxalement, la dynastie des Tudors a essayé d'établir justement quelque chose au contraire de très stable, un pouvoir politique fondé sur une religion d'État, donc qui était l'anglicanisme qui a été instauré pour des raisons purement politiques par Henri VIII, donc à une église nationale qui ne dépendait plus du pape et dont le chef était le roi ou la reine d'Angleterre. Mais en fait, ça restait très instable puisque d'une part, la légitimité de tous les successeurs de Henri VIII a été mise en question. Et puis, c'était lié aussi au conflit religieux puisque donc, il y avait une église officielle, les Anglais disaient ou disent encore établie, une église établie, mais une grande partie de la population, même la plus grande partie de la population, n'entrait pas volontiers dans cette église. Et donc, il y avait 2 extrêmes qu'on appelait des récusants, puisqu'ils refusaient l'église officielle. Donc, d'un côté, il y avait les puritains qui étaient protestants, qui étaient calvinistes, mais des calvinistes très extrêmes, qui n'acceptaient pas l'aspect liturgique de l'Église anglicane qui gardait une partie de la liturgie catholique, ni le fait qu'il y ait des évêques dans l'Église anglicane et puis un chef, donc qui était le roi. Et de l'autre côté, il y avait les récusants catholiques qui constituaient une très grande minorité ou probablement même une majorité de la population, si on considère les différents cas dans lesquels entraient les récusants catholiques. Donc officiellement, tous les catholiques devaient devenir anglicans et adhérer à l'Église d'Angleterre. Il y en avait un certain nombre donc, qui ont accepté, tout en gardant une sympathie pour l'Église catholique, qui continuait à exister clandestinement. Il y avait à l'autre extrême des catholiques qui entraient en rébellion ouverte contre l'obligation de devenir anglicans et qui, selon les périodes, étaient persécutés seulement par des amendes ou des blâmes, on peut dire, et à d'autres périodes, quand la persécution devenait plus intense, il y avait des arrestations et puis des mises à mort. Et puis il y avait un troisième groupe qui était très nombreux, en fait, qui vivaient un peu comme les maranes juifs en Espagne et au Portugal, c'est-à-dire qui conformaient extérieurement à l'Église anglicane, mais qu'ils participaient à des rites clandestins qui étaient célébrés par des prêtres catholiques qui entraient clandestinement en Angleterre depuis l'étranger et qui, s'ils étaient arrêtés, ils étaient mis en prison et en général mis à mort. Et il se trouve que la famille de Shakespeare, c'est quelque chose qu'on a exploré réellement seulement au XXe siècle. La famille de Shakespeare était très probablement
des catholiques marins, on peut dire. Dans le cas de son père et de sa mère, c'est avéré. Et donc, on suppose qu'ils élevaient leurs enfants aussi dans la religion catholique. Mais Shakespeare fréquentait l'école officielle où il y avait une instruction religieuse et qui correspondait à l'église officielle. Bon, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est quelque chose de très important. Et justement, tout je n'affirme rien, puisque une des choses que j'ai établies d'emblée, c'est qu'il y a très peu d'éléments sûrs dans la biographie de Shakespeare. On possède un petit nombre d'éléments et tout le reste, ça ne peut être que des théories ou des suppositions à partir de l'œuvre souvent. Et donc, je n'affirme rien, mais je donne donc tous les éléments par rapport à ces questions politiques, le rapport politique aussi à Shakespeare aux deux souverains sous lesquels il a vécu, c'est-à-dire Élisabeth Ier et puis Jacques Ier. Élisabeth Ier qui était Tudor et Jacques Ier qui était le premier des Stuarts. Et aussi par rapport à cette question religieuse, qu'à la fois on trouve des éléments dans sa biographie qui ne prouvent pas, mais qui laissent supposer cette appartenance à un catholicisme clandestin. Et d'autre part, il y a des éléments dans ces pièces que j'ai analysées qui vont dans le même sens. Oui, justement, donc il naît dans une famille catholique. Certains de ses maîtres sont également catholiques, seront poursuivis pour certains et même exécutés. Et surtout, il y a une période de sa vie, où déjà jeune homme, on dira, qui a été appelée les années perdues. Et comme tu le dis d'ailleurs, il n'y a que des suppositions puisqu'il n'y a aucun document et ça laisse la place à des hypothèses qui sont plus ou moins, hasardeuses. Mais tu t'arrêtes sur une hypothèse qui te semble la plus probable, que Ernest Honigman a eu l'occasion de proposer en 1985, qui te semble, elle, la plus probable sur ces années perdues. Oui, en tout cas, c'est très convaincant. Et même pour les spécialistes les plus récents de Shakespeare, la plupart, tout en reconnaissant que c'est simplement une hypothèse, une théorie, mais ils reconnaissent la solidité des éléments qui ont été proposés par Ernst Honigman en 1985. Alors, parce qu'il y a une période où Shakespeare était encore mineur. Il a probablement quitté l'école de Stratford vers 15 ans, 16 ans, et puis, ou même peut-être un peu plus tôt, et puis vers 18 ans, 19 ans, il se retrouvait à Stratford et il s'est marié. Et puis, il y a une autre période aussi après où on n'a pas d'informations du tout, où il a dû partir à Londres. Mais dans cette période de son adolescence où il semble disparaître, il y a quelques indices qui laissent croire qu'il est allé dans le nord de l'Angleterre, où le catholicisme était quasiment majoritaire, enfin, il était majoritaire, mais quasiment universel, et qu'il a travaillé dans une grande famille noble qui avait justement une troupe d'acteurs, et c'est là où il aurait eu sa formation d'acteur, et aussi où il aurait pu lire, parce que les livres à l'époque étaient rares et que sa famille n'avait pas de bibliothèque, à part peut-être la Bible, mais il connaissait très bien la chronique de Holinshed, l'histoire des rois d'Angleterre, qui a inspiré une dizaine de ses pièces. Or, dans cette famille, il existait un exemplaire de ce livre dans leur bibliothèque, et dans cet exemplaire, il y a des annotations dans la marge de quelqu'un dont les graphologues disent d'abord que c'était quelqu'un de jeune, et ensuite, en le comparant, les seuls autographes qu'on a de Shakespeare, ce sont des signatures. Mais en le comparant à ces signatures, ils disent, sans que ce soit absolument sûr, qu'il est très probable que l'auteur de ces annotations était Shakespeare. Et il y a quelques autres indices aussi. Il y a le fait, par exemple, que ces familles fréquentaient la famille d'un de ses maîtres à l'école de Stratford qui a été renvoyé pour catholicisme et qui est rentré dans son pays natal et dont le frère a été exécuté même comme récusant catholique. Donc, ça laisse imaginer que, justement guidé par son maître, il a trouvé un emploi
dans cette maison, ce qui expliquerait aussi comment il a une connaissance très approfondie de la vie dans les grandes maisons nobles de l'époque, puisque lui, il était d'origine, on dirait, bourgeoise. Son père était tanneur qui fabriquait des produits de luxe en cuir blanc. Voilà comment il a pu connaître la vie dans des familles nobles, et ça, c'était une des explications possibles. Parler effectivement des débuts de Shakespeare, c'est également poser la situation du théâtre anglais à l'époque. Théâtre anglais en 1590, donc on sort du théâtre médiéval, qui est le théâtre médiéval équivalent un peu au théâtre français des mystères, avec tragédie des horreurs, etc., puisque souvent ce sont des textes inspirés de la période de Plantagenet ou plus ancienne, donc période de combat, de luttes diverses pour les territoires. Quelle est la situation du théâtre anglais en 1590 par rapport aux salles, par rapport aux compagnies, par rapport à la formation des acteurs s'il y a un professionnalisme? Et tu pourrais peut-être justement établir la comparaison avec ce qui se déroulait en France à la même période, par exemple. C'est un gros sujet. Mais voilà. Je vais juste dire quelques phrases, enfin je ne peux pas. Mais effectivement, donc il y avait une tradition de théâtre médiéval qui correspondait à peu près au théâtre médiéval français ou ailleurs d'ailleurs en Europe. Il y avait des cycles de mystères joués en Angleterre dans plusieurs villes comme York, mais aussi Coventry, qui était pas trop loin de Stratford-upon-Avon où Shakespeare a grandi. Et il est probable que Shakespeare a vu une des dernières représentations de ce cycle de mystères à Coventry. Donc pendant le Moyen-Âge, il n'y avait pas d'acteurs professionnels, il y avait des associations d'amateurs qui jouaient ces pièces pour les grandes fêtes, en fait, liturgiques de l'année, les fêtes chrétiennes. Mais à partir du milieu du XVIe siècle, commencent à naître des troupes d'acteurs professionnels. Donc, dans un premier temps, c'était des gens qui vivaient comme des marginaux, qui étaient parfois persécutés, même comme des mendiants. Enfin, ils étaient mis dans la même catégorie que des mendiants. On considère qu'ils n'avaient pas de métier. Mais progressivement, d'une part, le théâtre est devenu plus respectable puisque non seulement l'aristocratie, mais même le pouvoir royal a trouvé un intérêt au théâtre. Et donc, il y a eu des aristocrates qui ont pris sous leur protection des troupes précises qui portaient le nom donc du seigneur qui les protégeait. Et ça les protégeait aussi contre les persécutions pour mendicité. D'autre part, c'était les naissances, en fait, du capitalisme en Grande-Bretagne, et on a découvert que le théâtre pouvait être une industrie ou une activité commerciale très, très rentable. Et du coup, il y a eu un certain nombre de troupes professionnelles qui vivaient pas toujours facilement. Ils jouaient à Londres, mais ils devaient aussi faire des tournées en province. Et dès qu'il y avait une épidémie de peste, et il y en a eu plusieurs dans cette période, on interdisait toute représentation publique à Londres à cause du danger de la contagion. Et du coup, les comédiens étaient obligés d'aller en province où souvent ils ne trouvaient pas beaucoup de public, ils ne faisaient pas de recettes. À l'époque où Shakespeare a commencé sa carrière professionnelle à Londres, c'est-à-dire à la fin des années 1580, il y avait plusieurs troupes professionnelles. Et il y avait dans Londres plusieurs salles de spectacle consacrées au théâtre. Le plus important s'appelait simplement le théâtre. Et ça allait devenir en fait le théâtre de Shakespeare une fois qu'il serait démonté et remonté sur l'autre rive de la Tamise, où ça deviendrait le théâtre du Globe. Bon, ça c'est... Il faut lire les livres. Oui, voilà, il faut lire le livre, effectivement. On ne peut pas tout raconter. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, les troupes donc étaient organisées, enfin, c'était des troupes de métier, des acteurs de métier. Il n'y avait que des hommes qui jouaient. Et donc, tous les rôles de femmes dans les pièces, puisqu'il y avait quand même des rôles de femmes, étaient joués par des garçons ou des adolescents. Et ça faisait partie, en fait, de la formation des comédiens. Soit il y avait des écoles dans la cité qui prenaient donc des enfants. Et ces enfants donnaient des spectacles, bien que ce ne soient pas des professionnels. Ils étaient formés au théâtre et certains devenaient des professionnels. Donc, c'était une façon de former les acteurs. Et l'autre, c'était
les acteurs d'une troupe d'adultes, d'une troupe professionnelle, un acteur adoptait un enfant qui n'était pas orphelin, mais qu'il adoptait professionnellement, qu'il l'accueillait dans sa famille, qu'il élevait avec ses propres enfants. Et il faisait partie de la troupe et il jouait les rôles de femmes. Et c'est comme ça qu'il apprenait à jouer. Et puis, je pense que dans certains cas, c'était même de jeunes hommes déjà qui jouaient les rôles de femmes quand c'était des femmes plus mûres. Et puis, à partir d'un certain âge, ils commençaient à jouer des rôles d'hommes. Voilà. Donc ça, c'était pour la formation. Et Shakespeare est entré progressivement dans la troupe qui allait devenir la troupe la plus importante, qui s'appelait d'abord la troupe des hommes du Lord Chambellan. Ensuite, quand Jacques Ier est devenu roi, il a pris cette troupe, il a choisi, on ne sait pas trop pourquoi, enfin c'était la troupe, une des troupes les meilleures, mais il ne les avait jamais vus jouer et il a décidé de prendre cette troupe comme la troupe royale. Et dans ce cas, la fortune de la troupe était vraiment faite. En plus, Shakespeare est devenu... Donc, en fait, c'était comme une société. Les acteurs avaient des parts dans la société de la troupe. Mais en plus, Shakespeare est devenu actionnaire dans le théâtre du Globe. Donc, il gagne de l'argent à la fois comme acteur, puisqu'il jouait dans les pièces, et aussi comme actionnaire à la fois de la troupe et du théâtre. Et donc, il est devenu très riche. Bon, là, c'est peut-être un autre sujet. Mais la particularité quand même des salles anglaises, des salles londoniennes, c'était qu'en fait, c'était surtout les comédiens qui voulaient la salle et qui la faisaient construire. Puisqu'en fait, à la différence de ce qui pouvait se passer en Europe, par exemple, que ce soit en France ou en Italie, on pense au Teatro Olimpico à Vicenza, par exemple, c'était Scamozzi en tant qu'architecte qui avait construit la salle. Alors qu'à Londres, c'était vraiment les comédiens. C'était seulement dans le cas du Globe, puisque les autres salles ont été construites par un entrepreneur qui ensuite les louait à des troupes. Mais le théâtre a été construit par un entrepreneur aussi, mais qui avait été acteur. J'oublie son prénom, Burbage. Culbert. Non, ça c'était un des deux fils qui est devenu le gestionnaire à l'époque. Mais le père, j'oublie son prénom, qui a construit le théâtre et qui le louait à différentes troupes au début. Mais ensuite, ça a devenu la salle des hommes du Lord Chambellan. Et ensuite, quand le propriétaire du terrain exigeait un loyer trop élevé pour le bail, Burbage, avec sa famille, parce que toute la famille travaillait dans le théâtre, a décidé, parce que selon le contrat, le terrain appartenait à un propriétaire, mais les murs et les matériaux du théâtre appartenaient à Burbage. Et donc, il a décidé de démonter le théâtre et de le remonter ailleurs. Et il a traversé la Tamise avec les matériaux. Et en très peu de temps, il a remonté sur la rive sud de la Tamise et c'est devenu le théâtre du Globe. Et c'était le théâtre des hommes du Lord Chambellan. Et là, c'était effectivement en relation avec la compagnie que le théâtre a été construit ou reconstruit. Et ailleurs en Europe, en général, on prenait des lieux préexistants et une compagnie les louait. Par exemple, l'hôtel de Bourgogne avait été un lieu qui appartenait à l'association qui faisait des mystères, et c'est la troupe donc de Montfleury, d'abord de Florian et puis de Montfleury, qui a loué cette salle. Puis Molière louait la salle du Palais Royal. Effectivement, donc c'est pas des salles qui ont été construites exprès. Et c'était, peut-être que ça, je devrais dire un mot sur le type de théâtre, parce que c'était un genre de théâtre unique en Europe. Moi, dans la parole baroque, je divise les constructions théâtrales du XVIe, XVIIe siècle en deux catégories. Il y a le théâtre illusionniste, c'est-à-dire qui cherche à créer une illusion picturale, et le théâtre symbolique, où il y a juste une architecture, et c'est par la représentation que cette architecture prenne des valeurs selon l'action de la pièce. Donc le théâtre de l'époque de Shakespeare en Angleterre, c'était un théâtre symbolique qui était un bâtiment qui paraissait hexagonal de l'extérieur, mais en fait c'était circulaire, à l'intérieur c'était circulaire, et donc il y avait des galeries sur presque 2/3 de ce cercle où s'asseyaient les gens qui payaient plus cher.
et qui pouvaient s'asseoir. Et puis en bas, il y avait les gens les plus pauvres qui payaient moins et qui restaient debout pendant tout le spectacle. Et la scène elle-même, c'était une estrade surélevée avec une sorte d'auvent et de piliers, et au-dessus il y avait un balcon où on mettait les musiciens et qu'on utilisait parfois pour des apparitions aussi de fantômes ou d'esprits qui volaient, etc. Mais il n'y avait aucun décor, c'était toujours le même décor, il n'y avait pas d'accessoires à part parfois une chaise ou quelque chose, et donc tout passait par l'imagination et par ce qui était suggéré par le texte et par les gestes des acteurs. Donc c'était vraiment profondément théâtral. Vous écoutez l'écrivain, dramaturge et cinéaste Eugène Green à la librairie Ombre Blanche le 12 décembre dernier autour de son ouvrage Shakespeare ou la lumière des ombres, un portrait subjectif. Et c'est à ce moment-là que donc Shakespeare commence à écrire et donner des textes à la compagnie. Il commence bien sûr par les pièces en accord avec l'histoire anglaise, c'est-à-dire une chronique des rois, en quelque sorte. Oui, enfin, en tout cas, les premières pièces qu'il a écrites, c'était les 3 parties de Henri VI. Ensuite, les autres pièces historiques sont intercalées avec d'autres pièces. Mais la première œuvre qu'on lui attribue, c'est la trilogie de Henri VI. Il se trouve que comme c'est un système commercial qui fait marcher donc il lui faut écrire énormément. Et il commence à ce moment-là à fournir les textes. Mais le système de publication est un système de publication très particulier, puisqu'en fait, ça n'est pas comme une publication contemporaine, ça passe par l'intermédiaire, quelquefois, d'acteurs qui sortent le manuscrit, puis qui le portent à un imprimeur, qui ensuite peut également modifier le texte. Donc, les textes vraiment originaux et canoniques ne sont pas, quelquefois, strictement les textes écrits par l'auteur. Oui, c'est assez complexe, c'est-à-dire que les compagnies, en général, n'aimaient pas faire publier. Bon, il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas voilà, on ne pouvait pas protéger un texte. Du coup, il n'y avait pas de droit d'auteur. Et du coup, les compagnies n'aimaient pas publier les textes des pièces qui marchaient parce qu'ils avaient peur que les gens liraient plutôt le texte plutôt que de venir au théâtre. Donc, ils gardaient les textes, en principe, c'était secret, mais il y avait des cas où apparemment, on ne sait pas les détails, mais il y avait des cas où apparemment des acteurs essayaient de reconstituer de mémoire le texte et de le vendre à un imprimeur. Et donc, des premières éditions de Shakespeare, les pièces, c'est toujours de petits volumes in quarto. Et donc, les in quarto, il y en a certains dont le texte est bon et qu'on pense que, dans ce cas, c'est la compagnie qui a vendu le texte à un imprimeur. Mais ceux dont le texte est évidemment très mauvais, on suppose que c'était des éditions pirates, en fait. En fait, Shakespeare n'a jamais cherché à faire publier ces textes qui étaient admirés par le public, mais il y avait une sorte de prévention aussi contre les textes théâtraux. On considère que ce n'était pas vraiment de la littérature. Et peut-être aussi que Shakespeare, qui était quand même, il était obsédé par l'ascension sociale, et donc peut-être que sa réputation comme auteur dramatique, c'était pas très important pour lui. On ne sait pas. Mais en tout cas, certaines des pièces ont été publiées donc de son vivant dans ces petites éditions in quarto, mais la seule édition vraiment très fiable de ces textes, c'est l'édition de 1623, et c'était un gros volume donc in folio, et Shakespeare était déjà mort depuis 7 ans, et c'est les membres de sa troupe qui étaient des amis aussi qui l'ont publié.
En anglais, on l'appelle le first folio, puisque c'était la première édition in folio. Et certaines des pièces n'ont jamais été publiées en in quarto, donc il n'y aurait pas cette édition in folio. Certaines des pièces auraient disparu complètement, et pour d'autres, on n'aurait qu'un texte très mauvais. Mais de toute façon, on pense que on modifiait souvent le texte, on faisait des coupes, puisque on sait que les représentations duraient entre 2 et 3 heures sans entracte, mais beaucoup des pièces de Shakespeare, comme Hamlet ou Le Roi Lear, si on les joue intégralement, ça fait au moins 4 heures, même plus. Et donc ça veut dire qu'on faisait des coupes dans le texte. Et puis d'autre part, quand on sait la façon dont les acteurs travaillaient et le fait qu'ils changeaient souvent de pièce tous les soirs ou tous les après-midi, puisqu'ils jouaient l'après-midi, et que souvent ils répétaient une autre pièce le même jour où ils jouaient dans l'après-midi, on suppose que le respect du texte n'était pas toujours très très poussé. Et d'autant plus que pendant la composition de ces pièces, il écrit aussi, est publié également, sont publiés les sonnets. Et justement, à ce moment-là, les sonnets, donc, qui, dans le corpus de l'œuvre Shakespeare, est quelque chose de très à part, est-ce que justement les sonnets permettent d'en savoir un peu plus sur sa propre vie intime, ainsi que sur les relations sociales qu'il pouvait établir par personnages cités, ou du moins références masquées avec certains personnages auxquels il est fait référence? Alors justement, les sonnets, quand ils ont été publiés en 1609, n'ont pas attiré beaucoup d'attention apparemment. En tout cas, on n'a qu'une seule référence du jeune George Herbert, qui était un poète assez important, mais à l'époque était adolescent encore, qui trouvait les sonnets scandaleux. C'est dans une lettre qu'il a écrite à sa mère. On n'a pas d'autres références aux sonnets au moment où ils ont été publiés. Et puis, à partir du milieu du XVIIe siècle, il y a une Shakespeare mania qui commence à se développer, mais on n'a jamais prêté beaucoup d'attention aux sonnets avant la fin du XVIIIe siècle. Mais à partir de ce moment-là, effectivement, on a cherché à construire toute une vie intime de Shakespeare à partir des sonnets. Mais en fait, quand on les examine vraiment, on voit que c'est une œuvre d'art qui semble ou qui semblerait avoir un rapport avec des personnes et des événements réels dans la vie de Shakespeare, mais on ne peut pas vraiment préciser des choses. Et il y a des livres entiers consacrés à ça, et qu'il y a des modes et on interprète d'une façon, et puis 5 ans plus tard, la mode change et on interprète d'une autre façon. Il y a même un courant actuel, mais là, je pense que c'est exagéré dans l'autre sens, qui dit que les sonnets n'ont absolument aucun rapport avec la vie de Shakespeare, et c'est simplement une œuvre littéraire où il a créé des personnages. Le ton est tellement personnel et intime que je n'arrive pas à croire à ça. De toute façon, tout poème lyrique est déjà une fiction, et ça passe déjà par le filtre de la fiction. Donc, on ne peut pas lire les sonnets de Shakespeare, même s'il y a des éléments biographiques comme une confession intime. Et puis, quand on essaie d'identifier les personnes ou les références qu'on trouve dans les sonnets, en fait, on ne trouve pas grand-chose. Vous connaissez probablement, les sonnets sont divisés en 2 parties. Et la première partie, qui est plus longue, ce sont des sonnets adressés à un jeune homme qui semble être de la haute noblesse. Et comme les 17 premiers sonnets, c'est toujours sur le même thème, en disant au jeune homme qui devrait se marier pour se perpétuer, pour perpétuer sa beauté, justement, puisque les sonnets parlent beaucoup de la beauté de ce jeune homme. Donc, on suppose, c'est très vraisemblable, mais on ne peut jamais le prouver, que ça commence par une commande des parents d'une famille noble qui voulaient que le fils se marie. Et donc, on a demandé à Shakespeare d'écrire des sonnets pour lui. Et comme il y a 17 sonnets et qu'il y a beaucoup de symbolique de chiffres dans les sonnets, on peut supposer, mais c'est juste une supposition, que les jeunes hommes avaient 17 ans. Et ensuite, à partir du sonnet 18, ça devient une relation beaucoup plus personnelle et intime, où il y a une sorte de relation amoureuse entre Shakespeare et le jeune homme, encore que la nature précise de cette relation échappe à toute
précision, en fait. On trouve toutes sortes d'interprétations. Il suffit de prendre tel ou tel sonnet, tel ou tel vers, et on peut faire toute une théorie. Et donc, on a essayé d'identifier ce jeune homme. Et en général, il y a 2 candidats. Disons, ça dépend aussi de la date, puisque c'est pas conciliable, les 2 candidats. On ne sait même pas à quelle période il a écrit les sonnets. Ils ont été publiés en 1609, mais ils ont été écrits sur une longue période, et on ne sait pas quand il a commencé. Mais il y a donc, je dis qu'il y a un sonnet qui semble contenir une référence très précise qui permet de le dater. Il y a un sonnet qui semble faire allusion à la mort de la reine Élisabeth Ier et l'avènement de Jacques Ier, sans que ça ait débouché sur une guerre civile. Parce que la grande peur des gens, au fur et à mesure que la reine vieillissait, qui n'était donc pas mariée et qui n'avait pas d'héritier, c'était comment serait assurée la succession. Et finalement, ça s'est fait pacifiquement. Voilà, si cette date est exacte, donc ça situe au moins un sonnet en 1603. Et dans ce cas, ça ne peut pas être le plus âgé des 2 candidats, le comte de Southampton, si c'est lui, l'autre candidat, le comte de Pembroke. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas même si c'est très intéressant de savoir qui c'était. Et donc, la deuxième partie des sonnets s'adresse à une femme qui est la maîtresse de Shakespeare, mais qui est une femme mariée. Et il y a des références claires qui font comprendre qu'elle est mariée. Et on ne sait pas non plus qui c'est. Il y a eu des candidates qui ensuite ont été, éliminées. Il y a une candidate récente qui pourrait être intéressante, mais c'est la même chose que pour les jeunes hommes. On ne prouvera jamais ça et c'est peut-être pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la poésie des sonnets. Voilà, c'est un autre aspect. Même si Shakespeare n'avait écrit aucune pièce, ce serait un grand poète de la langue anglaise sur la base des sonnets. Il a écrit aussi 3 poèmes narratifs qui ne sont pas au même niveau que ses plus grandes pièces ou que les sonnets, mais s'il n'avait écrit que ces 3 poèmes narratifs, ce serait un bon poète de 2e catégorie dont on retiendrait aussi le nom. Donc il avait 3 casquettes, en fait, comme écrivain. Oui, alors on peut passer désormais peut-être à une longue introduction sur la vie, ou du moins les éléments lacunaires de sa vie, avec toutes les suppositions et les interprétations et hypothèses qui a pu exister. On peut désormais interroger l'œuvre pour voir si l'œuvre elle-même révèle davantage d'éléments sur la façon dont il la compose, donc ce qu'il pensait vraiment, sa vie intérieure, etc. Il a, comme tout homme baroque de la période, à répondre à une question, je pense qu'il essaie d'y répondre aussi, c'est comment agir désormais dans un monde où Dieu s'est caché. Et tu estimes que c'est la jointure de 1600 qui va précipiter la société, comme en Europe d'ailleurs, dans la partie baroque. Donc, comment va-t-il résoudre dans l'œuvre cette interrogation ? En fait, sa carrière, c'est relativement, c'est sur 20 ans, 2 décennies, et qui appartiennent à 2 siècles. C'est-à-dire que, il a sans doute écrit la trilogie de Henri VI à la fin des années 1580, mais la première référence précise qu'on a à lui et son œuvre, c'est de 1592. Donc, on estime en général que, sa première partie de sa carrière, c'est les années 1590, et la seconde partie, c'est les années entre 1600 et 1610, puisque la dernière pièce qu'il a écrite seul, la trompette, c'est de 1610. Et donc, dans la première décennie de sa carrière, il semble pouvoir adhérer au modèle que proposaient les Tudors, même si ça ne correspondait pas à une réalité, c'est-à-dire fondé sur l'idée d'une société qui était très solide, qui reposait sur des bases solides, où il y avait une sorte de communauté générale de la population et une adhérence à la monarchie. Et donc, ça lui a permis d'écrire des tragédies et des comédies dont les meilleurs, je les analyse par rapport à ce que j'appelle le rituel dramatique, qui sert de structure en fait pour tout le théâtre occidental, depuis les Grecs jusqu'à la fin du XVIIe siècle, et qui est lié au sacré, puisque c'est le rituel de base du sacré,
l'idée d'une communauté donc, qui se reconnaît comme telle, qui a des fautes, qui a des impuretés et qui se purifie en sacrifiant un bouc émissaire sur lequel on met toutes les fautes de la communauté. Et donc, le bouc émissaire devient souillé par le fait qu'il porte toutes les fautes, mais selon la logique du sacré, ce qui est souillé est aussi saint. Et donc, le bouc émissaire devient aussi saint et peut servir d'intermédiaire entre la communauté et les puissances divines. Et dans la structure dramatique, la structure rituelle du théâtre, il y a une communauté, il y a un héros ou une héroïne qui a des qualités, mais qui a un grave défaut, qui a créé un désordre par rapport à la société et donc par rapport au cosmos, par rapport à l'ordre divin. Et donc ce héros tragique dans une tragédie est sacrifié et puni en général par la mort. Et par cette punition, l'ordre est rétabli et le héros devient un saint et acquiert un aura de sainteté. Et dans une comédie, c'est la même chose, sauf que la faute concerne plutôt l'ordre social, la faute est moins grave et la punition aussi est moins extrême. Et cette structure peut servir à analyser une grande partie de la production dramatique depuis les Grecs jusqu'à la fin de l'époque baroque, la fin du XVIIe siècle. Et les pièces de Shakespeare de la première décennie correspondent souvent à ce modèle. Mais à partir de la seconde moitié de sa carrière, ça ne fonctionnait plus, puisque dans le monde baroque, Dieu était caché à cause de l'évolution de la pensée rationnelle et de l'exploration scientifique de l'univers. Mais on croyait toujours que Dieu était la réalité suprême. Donc il fallait trouver un moyen d'exprimer ça dans le théâtre. Et donc, la tragédie devenait impossible. La plupart des pièces de cette période qu'on appelle des tragédies sont des drames. Ce sont des pièces qui ont une grande efficacité dramatique, qui sont belles, qui peuvent être émouvantes, mais qui ne sont pas des tragédies selon le modèle du rituel tragique. La seule exception, c'est le roi Lear, qui fonctionne selon la structure rituelle, mais dans une autre optique. Moi, je l'analyse en tout cas comme une tragédie chrétienne, puisque le roi Lear donc commet une faute très grave par rapport à la mentalité de l'époque de Shakespeare et Shakespeare lui-même, puisqu'il est roi, donc ça veut dire pour l'époque qu'il a reçu une mission divine. Il est roi par la grâce de Dieu et il renonce à sa charge pour vivre une vie de plaisir. Dans sa vieillesse, il prend sa retraite en fait. Et du coup, il doit être puni et il est puni, donc il souffre beaucoup. Et Gloucester fait un peu, en tant que père, il fait le même genre de faute, puisqu'il bannit son bon fils et il soutient son mauvais fils sans le savoir. Et donc lui aussi, il va beaucoup souffrir. Mais tous les deux sont en contact avec un personnage qui est le personnage d'Edgar, justement le bon fils de Gloucester, qui a un aspect christique. En l'analysant, je montre plusieurs aspects qui montrent que c'est vraiment une figure christique. Et donc, guidé par cette figure-là, ces deux pères, et Cordelia aussi, qui est complètement innocente, mais qui doit souffrir aussi à cause de la rupture de l'ordre cosmique. Et tous ces personnages souffrent, mais ils arrivent à un état de contrition pour les deux pères fautifs, de contrition et d'amour. Et donc, il y a pardon. Et donc, ça suit un chemin chrétien et qui aboutit donc à un rétablissement de l'ordre, à une purification de l'univers par la souffrance. Mais c'est la seule des tragédies de cette époque qui fonctionne comme ça. Par contre, Shakespeare a fait des expériences pour trouver une autre forme dramatique qui pourrait correspondre à la mentalité baroque, à son époque. Et certains sont plus réussis que d'autres, mais il y en a trois que je cite et que j'analyse, que moi j'appelle des tragicomédies, puisqu'elles fonctionnent plus ou moins selon la structure rituelle, mais il y a une ambiguïté dans les personnages qui fait que le spectateur ne peut pas connaître une catharsis complète, comme il peut connaître en voyant les tragédies ou les comédies des années 1590 ou Le Roi Lear. Et les trois pièces, donc, c'est Mesure pour mesure, Le Conte d'hiver et La Tempête. Je ne vais pas les analyser ici, mais si ça vous intéresse, vous pouvez lire
l'analyse dans le livre. Lire le livre. Oui, dans les tragédies que tu choisis, il y en a 2 qui semblent tout à fait caractéristiques du changement de période, donc du changement de poétique, on peut dire, de Shakespeare, puisqu'elles sont écrites à 10 ans d'intervalle à peu près. C'est Richard II et Le Roi Lear, puisque Richard II est de 1595 et Le Roi Lear est écrit entre 1605 et 1606. Oui, c'est autour de ces années. Voilà. On ne sait pas l'année même exacte. La plupart des pièces elles ont été... Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a toujours une imprécision d'année qui peut glisser sur un, voire un peu plus. Justement, c'est également ce qui est caractéristique dans la poétique de Shakespeare également. C'est également une création de forme, bien sûr, hein, une création de forme autour de la prosodie. Il y a également une polysémie, bien sûr, puisque dans le lexique, le choix des mots à double sens est employé largement par lui. Et également, c'est une création d'images. Et est-ce que justement, au cours de ces années, tous ces éléments se transformeront et vont s'interpénétrer de sorte que des comédies de la première décennie jusqu'aux tragicomédies de la dernière décennie, cette écriture se sera-t-elle transformée ? Oui, bien sûr. C'est logique aussi que comme il y a une transformation de la mentalité des structures dramatiques, qu'il y a aussi une transformation de l'écriture. Les structures prosodiques restent en principe les mêmes. On a trouvé au milieu du XVIe siècle en Angleterre une forme de vers qui était très commode pour le théâtre, qu'on appelle le vers blanc en anglais. Ça ressemble à des décasyllabes parce que normalement il y a 10 syllabes, mais c'est un peu plus libre parce que ce qui compte surtout, c'est le fait qu'il y a 5 pieds de 2 syllabes. Dans le rythme de base, ce sont des iambes en fait, c'est-à-dire qu'il y a une syllabe inaccentuée puis une syllabe accentuée. Et il y en a 5 comme ça. Le pied peut être inversé aussi pour faire c'est un troquet dans l'autre sens, ou un spondé avec 2 syllabes accentuées. Mais le rythme de base, donc c'est le pentamètre iambique, on dit. Ça fait ta-ta, 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 avec des variations bien sûr, mais ça c'est le rythme de base. Et donc il n'y a pas de rime, sauf dans certains, ils utilisent le rime pour des effets spéciaux. Il y a des rimes bien sûr dans les sonnets et dans les poèmes narratifs, mais dans les pièces en général, les parties en vers ne sont pas rimées. Et puis il y a des parties en prose, choix qui correspond parfois à un choix artistique, c'est-à-dire les personnages par exemple simples, les paysans, ceux qu'on appelait à l'époque des clowns, mais ça n'avait pas le sens exactement comme aujourd'hui. Ils parlent en prose, mais parfois aussi, on a l'impression, comme ils devaient aller vite, puisqu'ils devaient fournir les pièces avec des délais très serrés, parfois c'est simplement qu'ils n'avaient pas le temps d'écrire en vers et du coup, ils passent à la prose puisque ça va plus vite. Mais en général, quand ils passent des vers à la prose, il y a un sens esthétique et dramatique. Donc même à l'intérieur de ces mêmes formes, la langue devient plus obscure souvent dans la période baroque. Il y a plus de polysémie, effectivement, plus de recherche d'ambiguïté qui correspond à l'ambiguïté de l'époque baroque, à l'oxymore, qui est à la base de toute la civilisation baroque. Alors je propose qu'on écoute une tirade de Richard II. Of comfort no man speak. Let's talk of graves, of worms and epitaphs. Make dust or paper with rainy airs, great sorrow on the bosom of the earth. Let's choose executors and talk of wills. And yet not so. For what can we bequeath, save our deposed bodies to the ground? Our lands, our lives, and all our Bolingbroke's. And nothing can we call our own but death. And that small model of the barren earth, which serves as paste and cover to our bones. For heaven's sake, let us sit upon the ground and tell sad stories of the death
of kings. Oh, some have been deposed, some slain in war, some haunted by the ghosts they have deposed, some poisoned by their waves, some sleeping killed, all murdered. For within the hollow groan that roams the mortal temples of a king keeps death his court. And there the antic sits, scoffing his state and grinning at his pomp, allowing him a breath, a little sin to monarchies be feared and kill with looks, ensuing him with self and vain conceit, as if this flesh which walls about our life were brass impregnable. And humour thus comes at the last, and with a little pin bores through his castle walls, and farewell, king. Cover your heads, and mock not flesh and blood with solemn reverence. Of comfort no man speak. Of comfort no man speak. Let's talk of comfort no man speak. Let's talk of... Voilà, merci. Suite au dernier chapitre concernant Shakespeare, tu ajoutes un appendice où tu poses de nombreuses questions qui ont à voir avec l'époque contemporaine, et notamment un chapitre très intéressant sur la traduction de Shakespeare. Une question l'introduit, c'est « Peut-on traduire Shakespeare ?» Oui, disons d'une manière générale, je pense que s'agissant de la poésie, la traduction est impossible, moi je pense personnellement. On a une tradition en France qui veut que pour traduire la poésie, il suffit de traduire le sens des mots, comme si c'était un mode d'emploi d'un appareil électroménager. Je pense que la poésie, ce n'est pas dans le sens littéral, et du coup, on ne traduit quasiment rien quand on traduit le sens. Pour montrer la difficulté, en tout cas, ou l'impossibilité, j'ai pris un petit morceau de Macbeth, une tirade assez connue, et j'ai montré la plupart des traductions importantes depuis le début du 19e siècle, qui sont d'abord très différentes. Ensuite, elles ont toutes des qualités et beaucoup de défauts. Et personnellement, je pense que la seule solution, c'est plutôt de faire une transposition, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit un poète de la langue vers laquelle on écrit et qui simplement s'inspire d'un texte dans une autre langue et qui cherche à trouver quelque chose de la forme et du sens et de la musicalité, des autres qualités en fait, mais qui se sent libre en fait d'écrire un poème qui est au moins en partie original. C'était l'idée qu'on avait de la traduction pendant très longtemps, enfin à la Renaissance ou même au XVIIe siècle, mais qui aujourd'hui on pense que voilà, on peut tout traduire. Et je pense que quand on peut traduire un texte littéraire d'une manière générale, ça veut dire que ce n'est pas vraiment un texte littéraire et que l'auteur n'a pas vraiment de rapport organique avec sa langue. Parce que dès qu'on a un rapport organique avec la langue, l'écriture sort de la langue en fait et du coup devient inséparable de cette langue. Voilà, c'est un point de vue que j'essaie d'illustrer dans ce chapitre. Dernier point, tu es également cinéaste. Est-ce que, justement, dans la totalité de l'écriture de Shakespeare, est-ce que tu pensais ou as-tu préparé ou as-tu pensé pouvoir adapter une de ses œuvres, par exemple ? Est-ce que ça t'est venu ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je pense qu'il a eu une influence sur moi qui fait que tout ce que je fais, que ce soit des films ou des livres, quelque part Shakespeare a contribué à ça. Premièrement, je ne crois pas à des adaptations au cinéma.
Je pense qu'un cinéaste peut s'inspirer d'une œuvre littéraire comme il peut s'inspirer d'une conversation dans un bar ou d'un épisode de sa vie, mais que ça ne devrait rester qu'une inspiration. Et dès qu'on commence à adapter, c'est-à-dire avec l'idée que le film devient un roman mis en image, ça devient toujours quelque chose de froid, d'académique et complètement mort. Et je pense que Shakespeare, c'est une des pires sources pour le cinéma, puisque c'est un texte très littéraire et un texte théâtral. Et quand on essaie de faire des films à partir de Shakespeare, en général, on fait jouer la pièce et puis simplement on la filme et ce n'est ni du théâtre ni du cinéma. Je ne connais pas d'exemple de film que j'admire qui soit une adaptation d'une pièce de Shakespeare. Donc pour moi, non. Par contre, Shakespeare a influencé mon idée de la construction dramatique, de la narration, etc. Merci beaucoup, Eugène. Écoutez, merci pour vous. Merci vraiment. Merci, Jacques, et merci. Et oui. Je voudrais juste faire une annonce que donc il y a aussi un autre essai que j'ai écrit sur les Basques, la culture basque comme contre-modèle pour l'Europe et tous les mots de l'Europe, a été publié bizarrement un peu dans un livre DVD qui vient de sortir avec 2 films. Donc il y a un DVD avec 2 films plus le livre. Sur la couverture, on ne voit que le nom d'un des films. Donc il faut deviner que... Donc c'est Faire la parole qui est mon documentaire sur les Basques. Mais il y a aussi un film que j'ai tourné à Toulouse et qui ne peut pas sortir commercialement pour des raisons juridiques, mais qui est un film que personnellement j'aime beaucoup, qui s'appelle En attendant les barbares, et qui est mis comme supplément sur le DVD de Faire la parole. C'est aussi un long métrage. Et puis, il y a donc ce livre, La leçon basque, qui se trouve dans l'objet. Et l'objet se trouve à Ombre Blanche. Voilà, ils ont des exemplaires. C'est juste une petite annonce comme ça. Et moi-même, donc, je peux faire une annonce aussi, puisque, sachant que tu reviendras au printemps 2019, invité par la Cinémathèque de Toulouse, disons rétrospective, au cours de laquelle nous pourrons voir tous tes films, oui. L'ensemble de tes films de fiction, mais aussi tous tes documentaires. Oui. Donc c'est une chance de pouvoir avoir cela. Donc c'est la première quinzaine d'avril, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et je serai là pour quelques jours aussi, pour présenter quelques-uns des films. Voilà. Chers amis, écoutez, si certains d'entre vous veulent prolonger cette conversation, le micro est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez évoqué la question de la traduction, voire de son impossibilité. Est-ce que parmi les traductions françaises, celle de Bonnefoy pourrait correspondre à ce que vous souhaiteriez de mieux, en fait, en termes de transposition par un autre poète ? Bonnefoy, c'était un poète que j'admire beaucoup, que j'ai un peu connu, mais ses traductions ont des qualités et des défauts. Il a cherché parfois déjà à donner un rythme, à faire de vrais vers, mais pas toujours. Et puis, j'ai analysé sa traduction parmi les autres, et il y a certaines choses qui sont vraiment très réussies, et d'autres moins. C'est comme il a traduit aussi des poèmes de Yeats, et c'est un peu le même problème. Et parfois, c'est trop universitaire, en fait. Il y a une volonté de traduire le sens aux dépens, en fait, de la poésie. Mais il a fait ce qu'il pouvait, voilà. Mais je pense que c'est quelque chose d'impossible. Merci. Bon, les ouvrages sont exposés à l'entrée, oui. si vous voulez une dédicace. Voilà, je suis là pour ça aussi. Encore merci. C'était Eugène Green à la librairie Ombre Blanche, mercredi 12 décembre 2018. Son ouvrage « Shakespeare ou la lumière des ombres, un portrait subjectif » est édité chez Desclés de Brouwer. Eugène Green est également l'auteur, chez ce même éditeur, de 2 essais, La parole baroque et Présence, essai sur la nature du cinéma. Il a aussi signé plusieurs recueils de contes et romans,
tels que La rue des Canettes, La Reconstruction ou encore L'Enfant de Prague.